Où est ma fille? Sortez d'ici tout de suite. Nathalie Dubois, 50 ans, propriétaire d'un petit bistrot de quartier, défonça la porte du bureau du clan de Saint-Denis. Les colosses, surpris, se levèrent d'un bond, mais dans les yeux de Nathalie brûlait un amour maternel qui ne craignait même pas la mort. La vieille, tu sais où tu es? Ferme-la. Où est Camille? Dans sa main, Nathalie tenait un couteau de combat tactique aiguisé. 3 jours plus tôt, sa fille avait disparu. Son studio était en désordre. Son téléphone brisé et, sur la table, un test de grossesse affichant 2 barres rouges. La police avait dit qu'il fallait attendre 48 heures pour enregistrer la plainte, mais cette mère n'avait pas le temps d'attendre. 20 ans plus tôt, le sergent-chef des forces spéciales Nathalie Dubois était de retour. Toucher à ma fille est la plus grande erreur de votre vie. Ce jour-là, les gangsters allaient comprendre ce qu'était la véritable fureur d'une mère. Bonjour à tous. Si votre enfant disparaissait, que feriez-vous? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire bouleversante d'une mère à la recherche de son enfant. Maman, le cri désespéré de sa fille au téléphone. Le clan de Saint-Denis, un réseau de traite de femmes enceintes vers l'étranger et une vérité cachée depuis 20 ans sur la frontière bosniaque. Camille, j'arrive. La lutte à mort d'une mère, une ancienne soldate d'élite, contre tout un gang, commençait. S'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Dans un vieil immeuble du 20e arrondissement de Paris, l'enseigne Le Petit Bistrot de Nathalie au rez-de-chaussée était déjà patinée par le temps. La lumière d'un soleil d'hiver filtrait à travers le fer rouillé de l'enseigne dont la peinture s'écaillait. Après 17 heures, les employés de bureau commençaient à affluer pour commander une soupe à l'oignon et un croque-monsieur. Patronne, un bol de soupe et un croque, comme d'habitude. Ça arrive tout de suite, mon petit. Nathalie Dubois répondit, ses mains s'activant pour trancher l'oignon, même à 50 ans. Chaque geste de Nathalie dégageait une assurance indescriptible, comme si elle avait subi un long entraînement. Même le coup de couteau pour couper le pain était précis et rapide. Sa manière de servir les clients avait aussi une certaine rigueur militaire. Sur le mur du bistrot était accrochée une photo jaunie. C'était une photo de groupe des soldats d'une unité des forces spéciales. Le regard perçant et la posture fière des jeunes soldats sur la photo étaient impressionnants. Parmi eux, la seule femme, Nathalie, à 29 ans, pleine de fougue, les cheveux coupés courts, portant un treillis de combat, bien différente de l'image de la simple tenancière de bistrot d'aujourd'hui. À côté de la photo, une note, une air compagnie, une air pima. Aujourd'hui, peu de gens se souvenaient de cette époque, mais pour Nathalie, c'était un souvenir précieux. Oh Nathalie, encore beaucoup de monde aujourd'hui, hein? 2 dames âgées, des habitués, entrèrent. C'était Madame Leroy et Madame Martin. Elles vivaient dans le quartier depuis plus de 30 ans et étaient des clientes fidèles de Nathalie depuis l'ouverture. Entrez, mesdames. Que puis-je vous servir aujourd'hui? La même chose que d'habitude, pardi. 2 soupes à l'oignon et n'oublie pas les croûtons bien grillés. Nathalie sourit en préparant leur commande. Elle versa la soupe fumante dans les bols. Les 2 dames se mirent à la taquiner comme à leur habitude. Dis donc, Nathalie, on dit que tu étais une dure à cuire dans les commandos. Comment se fait-il que tu sois si douée pour la soupe à l'oignon maintenant? Oh, vous savez, vous remuez toujours le passé. Maintenant, je ne suis qu'une simple bistrotière. Simple? Qui pourrait croire en te voyant maintenant que tu as été dans les forces spéciales? Dit Madame Leroy en secouant la tête, amusée. Madame Martin enchaîna. C'est vrai, maintenant tu n'es que la gentille patronne du quartier. Au fait, comment va la petite Camille ces derniers temps? À la mention de Camille, le visage de Nathalie s'illumina. C'était toujours comme ça quand on parlait de sa fille. Ah, elle va bien. Elle s'est habituée à son travail à l'entreprise. Elle fait pas mal d'heures supplémentaires ces temps-ci, mais elle est très travailleuse. La jeunesse, c'est comme ça. Cette petite Camille est vraiment une perle. Depuis toute petite, elle a toujours su aimer sa mère, sans jamais lui causer de soucis. Nous l'avons toute vue grandir ici. En entendant ces mots, Nathalie se sentit secrètement fière.
Camille, 25 ans, était vraiment une fille dont on pouvait être fier. Bien qu'ayant grandi seulement avec sa mère, elle n'était pas du tout une enfant gâtée. Au contraire, elle était très sage et mature, diplômée de l'université avec une bourse. Elle travaillait maintenant comme employée de bureau dans une grande entreprise du quartier de la Défense. Passé 19 heures, les clients commencèrent à se faire plus rares. Nathalie prit son téléphone pour appeler Camille, mais décida finalement de lui envoyer un message. Sa fille faisait des heures supplémentaires, un message serait moins dérangeant. « Camille chérie, tu as dîné? J'ai fait une daube de bœuf, tu veux que je t'en apporte ?» Peu de temps après, Camille répondit « Maman, je vais encore rentrer tard ce soir. Je suis en train de boucler un dossier au bureau. J'ai mangé ici, ne t'inquiète pas. » Nathalie, un peu déçue, répondit « D'accord, mais ne travaille pas trop dur, prends soin de toi. Préviens-moi quand tu rentres. »« Oui, maman. » Yeteime. En lisant le message chaleureux de sa fille, Nathalie sourit, mais un sentiment de vide indéfinissable s'insinua en elle. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elles avaient dîné ensemble. Sa fille avait son propre appartement depuis plus de 3 ans, mais elle ne s'y était toujours pas habituée. 21 heures, Nathalie ferma le bistrot, rangea les restes, fit la vaisselle et prépara pour le lendemain. Le bouillon pour la soupe était déjà en train de mijoter, les légumes étaient lavés et rangés au réfrigérateur. En montant dans son appartement au 2e étage, son dîner solitaire lui parut bien triste. « C'est quand même plus joyeux quand Camille est là », murmura-t-elle en portant une bouchée à sa bouche. La télévision diffusait les informations, mais elle n'y prêtait aucune attention. Elle pensait être habituée à manger seule, mais ce soir, elle se sentait étrangement seule. 23 heures, Nathalie appela Camille. D'habitude, à cette heure, sa fille était déjà rentrée. Même avec des heures supplémentaires, Camille rentrait généralement avant 22h30. Toute. Le téléphone sonna dans le vide, mais Camille ne décrocha pas. Elle rappela une 2e fois, toujours sans réponse. Étrange. Elle n'a plus de batterie? Un sentiment d'inquiétude étrange commença à poindre en elle. Camille était une fille attentionnée. Elle ne laisserait jamais sa mère s'inquiéter. Ne pas répondre au téléphone était quelque chose qui n'arrivait quasiment jamais. Sa fille prévenait toujours. « Maman, je te rappelle dès que j'ai fini mon cours. » Elle rappela une nouvelle fois. Même résultat. Cette fois, la messagerie indiqua que le correspondant n'était pas joignable. Étrange, la petite Camille est très méticuleuse pour charger son téléphone. Depuis l'enfance, Camille était une enfant qui tenait ses promesses. Garder le contact avec sa mère en était une. Nathalie tenta de se rassurer et envoya un message à sa fille. « Camille, ton téléphone ne répond pas. S'il y a quoi que ce soit, préviens-moi tout de suite. Je m'inquiète. » Mais le message ne fut même pas marqué comme lu. Le malaise de Nathalie grandissait. Elle se mit au lit, mais ne parvint pas à dormir. Son 6e sens, forgé pendant ses années dans l'armée, commença à la tourmenter. Cette intuition aiguisée, qui l'avait aidée à détecter le danger sur le champ de bataille, semblait se réveiller. Étrange, même très occupée, elle ne voudrait pas que je m'inquiète. Une sonnette d'alarme retentit dans sa tête. Quelque chose n'allait pas. Non, c'est sûrement à cause du travail. Elle m'appellera demain matin. Nathalie essaya de se réconforter et ferma les yeux, mais l'anxiété dans son cœur ne s'apaisait pas facilement. Bien qu'elle vive la vie d'une simple bistrotière depuis longtemps, ses vieux instincts refaisaient parfois surface. Cette nuit-là, Nathalie ne dormit pas, se retournant sans cesse dans son lit. 2 jours de plus passèrent, et Camille ne donnait toujours aucun signe de vie. L'inquiétude de Nathalie avait atteint son paroxysme. Normalement, après une seule journée sans contact, sa fille aurait déjà appelé. Mais voilà, 3 jours sans aucune nouvelle. C'était étrange, vraiment très étrange. Nathalie travaillait au bistrot, tout en vérifiant constamment son téléphone. Même en préparant la soupe ou en faisant griller des sandwichs, elle jetait un coup d'œil à l'écran. Elle consulta même les réseaux sociaux de sa fille, mais sa dernière publication datait de 4 jours.
Pour une jeune femme aussi active en ligne que Camille, c'était plus qu'anormal. Même lorsque les clientes habituées arrivaient, elle n'avait pas le cœur à sourire. « Nathalie, pourquoi cette mine triste aujourd'hui ? Ce n'est rien, ne vous en faites pas. » Mais dans son esprit, toutes sortes de pensées effrayantes tourbillonnaient, et si Camille avait eu un accident ou un problème au travail, n'en pouvant plus, Nathalie décida d'appeler l'entreprise de Camille. Ses mains tremblaient tellement qu'elle composa le mauvais numéro plusieurs fois. « Allô, Société commerciale Onteng, bonjour. »« Bonjour, je voudrais parler à une employée du nom de Camille Dubois, s'il vous plaît. Elle est au service commercial. » Camille Dubois. Un instant, je vérifie. De l'autre côté du fil, on entendait le cliquetis d'un clavier. Le cœur de Nathalie battait la chamade. Le bruit du clavier cessa, suivi d'un court silence. « Vous dites bien Camille Dubois ? » Mais mademoiselle Dubois a abandonné son poste sans préavis depuis 3 jours. « Quoi ?» La voix de Nathalie tremblait. « Abandon de poste ? Impossible. » Depuis son enfance, Camille n'avait jamais enfreint les règles. Depuis l'école primaire, elle n'avait jamais manqué une seule journée de cours. Comment aurait-elle pu abandonner son poste ? Oui, elle n'est pas venue travailler depuis lundi. Ni sa famille ni elle-même n'ont contacté l'entreprise. Y a-t-il un problème familial ? Non, il n'y a rien. Je vais vérifier. Nathalie raccrocha précipitamment, ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Camille n'aurait jamais abandonné son poste. Cette fille, même pour un simple rhume, prévenait 2 jours à l'avance. Elle était toujours fière de son travail acharné et de la reconnaissance de ses supérieurs. Il s'est passé quelque chose. Nathalie enleva son tablier et accrocha une pancarte absente pour un moment sur la porte du bistrot. Normalement, elle ne quittait jamais son établissement avant la fermeture, mais la situation était différente. Elle se précipita vers la Défense où Camille louait un studio. Assise dans le bus, son cœur battait à tout rompre. Le paysage parisien à travers la vitre lui semblait si étrange aujourd'hui. Le monde entier semblait soudainement devenu dangereux. Le studio de Camille se trouvait dans une petite ruelle. À environ 10 minutes à pied de l'arrêt de bus, c'était un studio dans un immeuble de 3 étages. Nathalie versait encore à sa fille une aide pour le loyer chaque mois. Dès le portail de la résidence, elle sentit que quelque chose n'allait pas. En montant les escaliers, ses jambes tremblaient. Arrivée au 3e étage, devant la porte de sa fille, son cœur battait de plus en plus vite. « Camille, c'est maman. » Elle frappa, mais il n'y eut aucune réponse. Normalement, sa fille aurait accouru en disant « Maman, pourquoi tu viens sans prévenir ?» Elle sortit son double de clés pour ouvrir. Dès que la porte s'ouvrit, Nathalie resta figée. Qu'est-ce que c'est que ça ? La pièce était dans un chaos total. Dès l'entrée, des chaussures étaient éparpillées partout. En entrant, la scène était encore plus effroyable. Une chaise était renversée, un pot de fleurs sur la table était brisé en 1000 morceaux sur le sol. La plante grasse que Camille aimait tant gisait au milieu de la terre et des débris. Les coussins étaient jetés n'importe comment, un tableau accroché au mur était tombé. La scène suggérait qu'une lutte violente avait eu lieu. Nathalie entra en tremblant. Sur le sol, le téléphone de Camille gisait là, l'écran brisé. L'écran était fissuré comme une toile d'araignée, quelques morceaux s'étaient même détachés. Camille, qui considérait son téléphone comme sa propre vie, ne l'aurait jamais laissé dans cet état. Camille n'aurait jamais abandonné son téléphone, et encore moins dans un état aussi lamentable. Elle n'est pas partie de son plein gré. La sonnette d'alarme retentit de nouveau dans sa tête. L'instinct de l'ancienne soldate des forces spéciales la fit frissonner. L'intuition aiguisée qui l'avait aidée à détecter les embuscades ennemies sur le champ de bataille se réveillait. Sur la petite table, il y avait quelque chose d'encore plus choquant, un test de grossesse avec 2 barres rouges bien visibles. Nathalie le prit, le regardant fixement. Camille est enceinte. Nathalie s'effondra. Que sa fille soit enceinte était déjà un choc, mais le découvrir dans de telles circonstances était 100 fois plus terrifiant. Quelqu'un savait-il que Camille était enceinte?
Était-ce la cause de tout cela? Elle vérifia la chambre, qui était tout aussi chaotique. L'armoire était grande ouverte, les vêtements jetés en désordre sur le sol. Le miroir de la coiffeuse était également fissuré, les produits de beauté éparpillés. Pour Nathalie, qui connaissait le sens de l'ordre de sa fille, c'était une scène incroyable. « Camille, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Nathalie frappa à la porte de la voisine. Une dame âgée qui saluait souvent Camille ouvrit. « Oh, c'est vous la maman de Camille? Que se passe-t-il? Vous avez l'air si pâle. Madame, avez-vous vu ma Camille? Son appartement est sens dessus-dessous. » Le visage de la vieille dame devint sérieux. « Maintenant que vous le dites, il y a 3 nuits, c'était étrange. Il y avait le bruit d'une berline noire très bruyante. Il devait être environ 23 heures. J'ai même entendu un cri. Un cri? La voix de Nathalie tremblait. La dame hocha la tête. Oui, le cri d'une jeune femme. Ça ressemblait à la voix de Camille, mais ça s'est arrêté tout de suite, alors je n'y ai pas prêté plus attention. En y repensant, c'est vraiment bizarre. Les mains de Nathalie se mirent à trembler. L'instinct de la soldate d'élite, enfoui depuis 20 ans, se réveillait. Le sens aiguisé qui l'avait aidé à détecter les attaques ennemies sur le champ de bataille reprenait vie. Vous souvenez-vous de la plaque d'immatriculation ou d'un autre détail? Il faisait trop sombre, je n'ai pas bien vu. Mais c'était une berline noire, assez grande. La plaque commençait par 93, je crois. Le reste, je ne m'en souviens pas. Nathalie remercia la dame et retourna dans l'appartement de Camille. Elle inspecta de nouveau attentivement. Près de la poignée de porte, il y avait une petite trace de sang et aussi des éraflures. C'est le sang de Camille. Nathalie eut la chair de poule. Elle était certaine que sa fille était en danger. Quelqu'un avait clairement forcé Camille à les suivre. Nathalie se rendit immédiatement au commissariat de police le plus proche, à environ 5 minutes à pied de l'appartement de Camille. « Je viens signaler une disparition. »« Oui, qui a disparu ?» demanda un jeune policier d'un air détaché. Nathalie expliqua calmement la situation. Camille était sans contact depuis 3 jours, son entreprise l'avait signalé en abandon de poste, son appartement était en désordre. Mais selon la procédure, pour la disparition d'un adulte, nous ne pouvons enregistrer la plainte qu'après 48 heures. Ça fait plus de 72 heures. Ah, oui, mais en général, les adultes partent de leur plein gré. Y a-t-il eu des conflits familiaux ou des problèmes sentimentaux? Quel conflit? L'appartement est saccagé, il y a même des traces de sang. La voix de Nathalie s'éleva. Le policier garda un air indifférent. De toute façon, il faut enquêter. Nous enverrons quelqu'un sur les lieux demain après-midi pour voir. Demain après-midi? Pourquoi pas tout de suite? Ma fille pourrait être en danger. Nous manquons de personnel en ce moment. Veuillez nous excuser. Et puis, la plupart des adultes disparus reviennent d'eux-mêmes au bout de quelques jours. Nathalie serra les poings. La colère et l'indignation montaient en elle. L'attitude bureaucratique de la police était insupportable. Je ne peux pas attendre la police. Je dois retrouver ma fille moi-même. En quittant le commissariat, le regard de Nathalie avait changé. À cet instant, la soldate d'élite Nathalie Dubois d'il y a 20 ans était ressuscitée. Pour retrouver sa fille, elle était prête à tout. Elle retourna une fois de plus au studio de Camille pour examiner la scène. Cette fois, elle regarda avec les yeux d'une soldate. L'angle de la poignée de porte, les empreintes de pas sur le sol, la position des objets éparpillés, tout indiquait les signes d'une lutte acharnée. « Camille, maman te trouvera, c'est promis. » Nathalie se fit une promesse, non pas en tant que simple tenancière de bistrot, mais en tant que Nathalie Dubois, ancienne membre des forces spéciales les plus prestigieuses de France. Cette nuit-là, Nathalie resta éveillée dans l'appartement de Camille, espérant trouver d'autres indices. Elle ramassa le téléphone brisé, décidant de l'emmener dans un magasin de réparation le lendemain. Elle espérait pouvoir en tirer quelque chose. Lorsque l'aube se leva, le visage de Nathalie était devenu dur comme la pierre. Elle n'était plus une mère qui attendait, mais une guerrière en route pour sauver sa fille.
Le lendemain matin, à 7 heures, Nathalie, tenant le téléphone cassé de Camille, chercha une boutique de réparation à proximité. L'écran était fissuré comme une toile d'araignée. Quelques morceaux étaient même tombés, mais elle espérait toujours pouvoir récupérer les données. « Monsieur, il est vraiment très endommagé. » Le propriétaire de la boutique, un homme d'une quarantaine d'années, tourna et retourna le téléphone, hésitant. Il se vantait d'être dans le métier depuis 15 ans, mais un téléphone détruit à ce point, c'était rare. « S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a des données très importantes dedans. » Devant la supplication de Nathalie, le propriétaire soupira. « Je vais essayer. Mais il faut d'abord voir si la carte mère fonctionne encore. Ça va prendre un peu de temps. Le temps n'est pas un problème. Je paierai ce qu'il faut. S'il vous plaît, sauvez-le. » Voyant le visage désespéré de Nathalie, le propriétaire hocha la tête. Il se mit immédiatement au travail. À l'aide d'un tournevis de précision, il démonta soigneusement chaque composant pour vérifier l'état intérieur. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? D'habitude, une telle casse est due à une chute ou un choc. Mais celui-ci, on dirait que quelqu'un l'a jeté très fort intentionnellement. Les marques d'impact le montrent. Le cœur de Nathalie se serra. C'était bien ce qu'elle pensait. Camille n'avait pas fait tomber son téléphone. C'était la preuve que quelqu'un avait usé de la force. Après 2 heures d'attente, une bonne nouvelle arriva enfin. Heureusement, la carte mère est intacte. J'ai pu récupérer les données. Je vous mets un écran de rechange pour que vous puissiez l'utiliser temporairement. Le cœur battant, Nathalie reprit le téléphone. L'écran avait encore quelques fissures, mais le tactile fonctionnait parfaitement. Elle vérifia d'abord les messages. Les derniers messages de Camille, quelques jours auparavant, étaient des conversations banales, des échanges professionnels avec des collègues, des rendez-vous pour le week-end avec des amis de l'université, des discussions sur des produits de beauté. Tout reflétait la vie quotidienne d'une jeune femme de 25 ans. Mais en consultant le répertoire, un nom étrange attira son attention, Lucas. Nathalie fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu Camille parler d'un petit ami. Sa fille n'avait aucun secret pour elle, surtout en matière de sentiments. En examinant les messages entre eux, il semblait qu'ils étaient assez proches. Il utilisait souvent des émoticônes en forme de cœur et des surnoms affectueux. On ne savait pas depuis quand ils étaient ensemble, mais cela devait faire quelques mois. La dernière conversation datait d'environ 20 heures, 3 jours plus tôt. « J'ai quelque chose à te dire ce soir. Je passe chez toi. Quoi donc? Tu ne peux pas m'appeler? Il faut qu'on se voie. C'est important. Si important? Je passe vers 22 heures alors. Je ne saurais pas rentrer avant. D'accord. Attends-moi. Oui, mais c'est quoi? Dis-moi un peu. On en parlera en personne. Ne sois pas surprise. Après ça, plus aucun message. Le cœur de Nathalie s'emballa. Cet homme, Lucas, était allé voir Camille la nuit même où elle avait disparu. Et ce dernier message, ne sois pas surprise, sonnait terriblement sinistre. Les mains tremblantes, Nathalie composa le numéro de Lucas. Elle espérait que Camille était avec lui. Après quelques sonneries, une voix d'homme, rauque, retentit. « Allô ?» Rien qu'à la voix, elle sentit que ce n'était pas quelqu'un de bien, totalement différent de l'image du petit ami de Camille qu'elle s'était faite. « Bonjour, je suis la mère de Camille. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Il semblait qu'il était décontenancé, sa respiration devint plus rapide. « Qui? Je suis la mère de Camille. Où est ma fille? » « Je ne sais pas, vous devez vous tromper de numéro. » La voix de Lucas était clairement celle d'un menteur. Elle tremblait, il essayait de cacher quelque chose. « Il y a 3 jours, tu es allé chez elle. Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à lui dire, que tu passerais à 22 heures. Je ne sais vraiment pas. Je suis occupée. Je raccroche. » Au moment où Lucas allait raccrocher, une voix faible mais distincte se fit entendre en arrière-plan. « Maman !» Tout le corps de Nathalie fut traversé par un courant électrique. C'était la voix de Camille. Comment aurait-elle pu ne pas reconnaître la voix de sa fille, avec qui elle avait vécu pendant 25 ans?
Mais cette voix pleurait et semblait être étouffée par la main de quelqu'un. « Allô, allô, Camille » cria Nathalie. Mais le téléphone avait été coupé. Elle rappela, mais n'entendit qu'une longue sonnerie. Il avait éteint son téléphone. Le regard de Nathalie devint glacial. L'instinct de l'ancienne soldate des forces spéciales, enfouie depuis 20 ans, s'était complètement réveillé. Si elle avait été jusqu'alors une mère inquiète, elle devait maintenant devenir une guerrière pour sauver sa fille. « Camille, j'arrive. » Nathalie paya 50 € au réparateur, le remerciant chaleureusement avant de rentrer précipitamment chez elle. Sur le chemin du retour, son esprit élaborait déjà un plan d'action. Ce type, Lucas, détenait certainement Camille et il n'agissait pas seul. De retour chez elle, Nathalie monta au 2e étage et sortit une vieille malle militaire du coin le plus reculé de sa chambre. Elle était restée sous son lit pendant 20 ans. Elle ne l'avait jamais ouverte. Une relique du passé. Une épaisse couche de poussière recouvrait la serrure. Nathalie la dépoussiéra et sortit la petite clé qu'elle avait gardée dans son portefeuille pendant 20 ans. Clic. La serrure s'ouvrit. À l'intérieur, son équipement d'il y a 20 ans était encore parfaitement conservé. Une odeur de naphtaline et de vieux souvenirs s'en dégagea. Au-dessus, sa tenue de combat noire, encore impeccablement pliée. En dessous, son couteau de combat, ses lunettes de vision nocturne, son gilet pare-balles, une corde, une boussole et d'autres petits équipements. Nathalie sortit chaque objet pour l'inspecter. En tenant le couteau, la sensation d'il y a 20 ans lui revint. La lame froide et tranchante était toujours parfaite. Le sifflement du couteau sortant de son fourreau était le même qu'autrefois. Les lunettes de vision nocturne étaient juste un peu poussiéreuses. Elles semblaient encore fonctionner si on changeait les piles. « Encore en bon état », murmura Nathalie avant d'enfiler sa tenue de combat. Bien qu'elle ait pris un peu de poids en 20 ans, l'uniforme lui allait toujours. Le poids du temps lui donnait même une allure plus imposante. En se regardant dans le miroir, elle eut l'impression de remonter le temps. Ce n'était plus la tenancière de bistrot de 50 ans, mais le sergent-chef Nathalie Dubois, 29 ans. Enfilant le gilet pare-balles, le couteau à la ceinture, elle se transforma. Ce n'était plus une mère ordinaire, mais une guerrière capable d'éliminer ses ennemis. Au fond de la malle, Nathalie trouva un vieux carnet. C'était un carnet de contact de ses camarades de régiment. Bien que la plupart des contacts soient obsolètes, il y en avait un qu'elle pouvait peu être encore appelé. Le capitaine Bernard. Il avait 5 ans de plus qu'elle, c'était son ancien supérieur. Après avoir quitté l'armée, il s'était parfois donné des nouvelles pour les fêtes. Elle avait entendu dire qu'il dirigeait maintenant une petite entreprise de sécurité à Paris. Nathalie appela le capitaine Bernard. Par chance, il répondit. « Allô, capitaine Bernard ?» « C'est Nathalie, Nathalie Dubois. »« Oh, Nathalie, ça fait une éternité. Que se passe-t-il ? Ta voix est bizarre. » La voix du capitaine Bernard était à la fois joyeuse et inquiète. Nathalie lui résuma la situation. Sa fille avait disparu et cela semblait lié à une affaire criminelle. Quoi ? La petite Camille, si gentille, quel salopard oserait faire ça ? La voix du capitaine Bernard était pleine de colère. Il connaissait Camille depuis qu'elle était petite. C'est pour ça que je voulais vous demander si vous aviez des informations sur les gangs du côté de Saint-Denis. D'accord, laisse-moi me renseigner. Mais Nathalie n'agit pas seule. La société a changé. Ces types sont bien plus violents qu'avant. Je vous remercie, capitaine. Mais c'est quelque chose que je dois faire moi-même. Après avoir raccroché, Nathalie vérifia de nouveau son équipement. Demain, la véritable recherche commencerait. Elle devait trouver ce Lucas pour savoir où se trouvait Camille. Cette nuit-là, Nathalie dormit en tenue de combat. C'était sa préparation pour la guerre à venir. Pour sauver sa fille, elle était prête à tout. 4 heures du matin. Nathalie se réveilla automatiquement. C'était l'heure du réveil qui était ancrée dans son sang depuis ses années militaires. Son corps était passé en mode combat. La mère ordinaire, Nathalie, avait disparu, laissant la place au sergent-chef Nathalie Dubois. « Camille, maman te trouvera, c'est une promesse. »
Nathalie ouvrit la fenêtre, inspira l'air frais du matin et se le jura, le temps de l'attente était terminé. Il était temps pour elle d'agir. Le lendemain matin, Nathalie examina plus attentivement le téléphone de Camille qu'elle avait fait réparer. Les messages ne suffisaient pas. Elle vérifia le dossier des photos, l'historique des appels et même l'historique d'utilisation des applications. Dans le dossier photo, il y avait de nombreuses photos de Camille avec Lucas. La plupart avaient été prises dans des restaurants et des bars à vin chic du centre de Paris. Des endroits que le salaire de Camille ne lui permettait guère de fréquenter. Un célèbre steakhouse dans le Marais, un bar à vin huppé près des Champs, Élysées, et même un restaurant privé dans un hôtel particulier. Parmi ces photos, celles qui attirèrent l'attention de Nathalie étaient des selfies pris dans une boîte de nuit appelée le Phoenix. Sous les néons éblouissants, Camille, lourdement maquillée, était méconnaissable. Rouge à lèvres écarlates, yeux charbonneux et une robe décolletée qu'elle ne lui avait jamais vu porter. À côté d'elle se tenait Lucas, un homme d'environ 28 ans, grand, musclé, avec un beau visage mais un air un peu brutal. Le Phoenix. Nathalie murmura le nom et fit une recherche sur Internet. C'était un club haut de gamme près de Pigalle, un endroit où tout le monde ne pouvait pas entrer. Il fonctionnait sur un système de membres et de parrainage. L'historique des appels montrait que Lucas et Camille communiquaient très fréquemment depuis 2 mois, surtout la nuit. Certains soirs, ils parlaient jusqu'à 2 heures du matin. Nathalie sentit que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Camille lui avait-elle caché cette relation ? 14 heures. Nathalie enfila des vêtements civils par-dessus sa tenue de combat et se dirigea vers Pigalle. Elle devait inspecter le club, le Phoenix elle-même. Assise dans le bus, elle élaborait son plan. Le club Le Phoenix était situé dans une petite rue. Même en plein jour, les néons clignotaient, mais la porte principale était fermée. Un homme costaud en costume noir montait la garde. Il portait des lunettes de soleil, rendant son expression illisible, mais il était clairement en service. Nathalie fit plusieurs fois le tour du club pour repérer les lieux. Il y avait une entrée pour le personnel dans une ruelle derrière. Et il semblait possible d'observer l'intérieur depuis le toit de l'immeuble voisin. Ses compétences de reconnaissance de l'époque des forces spéciales lui revinrent naturellement. Pendant 2 jours, Nathalie continua sa surveillance autour du club Le Phoenix. Le matin, elle tenait son bistrot. L'après-midi, elle se rendait à Pigalle et guettait jusqu'à tard dans la nuit. Elle s'asseyait dans un café voisin, observant avec des jumelles ou faisait semblant de lire un journal de l'autre côté de la rue. Le 2e jour, elle repéra enfin un homme qui ressemblait à Lucas. Il portait un costume, mais un tatouage de dragon était visible sur son cou. Ce qui était plus choquant, c'était la femme qui l'accompagnait. Une femme enceinte d'environ 7 mois. Son ventre était déjà bien rond et elle marchait avec précaution. 2 autres hommes costauds les escortaient. « Excusez-moi, monsieur, je peux vous poser une question ?» Nathalie s'approcha d'un vieux vendeur de marron chaud près du club. L'homme, d'environ 70 ans, vendait là depuis 30 ans. « Qu'est-ce que vous voulez savoir, ma petite dame ?»« Ce club, le Phoenix, vous savez ce que c'est ?» Le visage du vieil homme se durcit instantanément. Sa main qui retournait les marrons s'arrêta. Il regarda autour de lui, puis baissa la voix. « Pourquoi vous demandez ça? Ce n'est pas un endroit fréquentable. C'est dangereux. En fait, ma fille semble fréquenter un homme lié à cet endroit. » Le vieil homme secoua la tête, l'air inquiet. « Mon Dieu, alors ça, c'est grave. Ce club appartient à Bruno, le loup, le chef du clan de Saint-Denis. De l'extérieur, ça a l'air chic, mais à l'intérieur, ils font des choses terribles. » Le clan de Saint-Denis? Le cœur de Nathalie s'emballa. Elle avait déjà entendu ce nom, un gang de la banlieue parisienne tristement célèbre. Oui, Bruno le loup est à leur tête. Un vrai monstre. Il y a 10 ans, il se contentait de raquettes et de recouvrement de dettes, mais ces derniers temps, ils font des choses encore plus immondes. On dit qu'ils se spécialisent dans le trafic de femmes enceintes vers l'étranger. Le sang de Nathalie ne fit qu'un tour. Le trafic de femmes enceintes vers l'étranger.
Cela correspondait à la grossesse de Camille. Vous connaissez un certain Lucas? Environ 28 ans. Lucas, le playboy, c'est son bras droit. On dit même que c'est le neveu de Bruno. Il a l'air d'un jeune homme bien sous tous rapports. Mais il est spécialisé dans la séduction des filles innocentes, surtout les jeunes et jolies, et plus particulièrement celles qui sont enceintes. Les paroles du vieil homme firent trembler Nathalie de tout son être. Sa fille était une cible planifiée depuis le début. Lucas n'aimait pas sincèrement Camille. Il l'avait approchée sur ordre de l'organisation. Comment font-ils pour piéger ces filles? D'abord, ils les séduisent avec de belles paroles, puis ils couchent avec elles. Une fois que les filles sont enceintes, ils font semblant de leur prêter de l'argent et les transforment en débitrices. Finalement, ils utilisent cette dette comme prétexte pour les forcer à partir à l'étranger pour rembourser, mais en réalité, ils les vendent. On dit qu'ils les vendent principalement dans les pays de l'Est. Nathalie serra les dents. Camille était tombée dans ce piège. L'amour, la grossesse, tout n'était qu'une mise en scène. Vous savez où se trouve leur bureau? On dit qu'ils ont plusieurs locaux du côté de Saint-Denis. Il y en a un avec une enseigne société de commerce et services Anjou. On dit que c'est un de leurs QG. Mais madame, y aller seule, c'est très dangereux. Ces gens-là ne valent pas plus qu'un clou. Nathalie paya le double pour les marrons, remercia le vieil homme et retourna à sa surveillance. Le soir du 3e jour, le moment décisif arriva. Lucas, accompagné de 2 sbires, sortit du club. Cette fois, pas de femme enceinte avec lui, mais il tenait une mallette. Il semblait se préparer pour une transaction importante. Nathalie décida de les suivre. Elle maintint une distance de sécurité, utilisant les techniques de filature apprises à l'armée. Ils prirent la direction de Saint-Denis. Après une vingtaine de minutes en taxi, ils s'arrêtèrent devant un vieil immeuble de bureaux. À l'enseigne indiquait Société de commerce et services Anjou, l'endroit même que le vieil homme avait mentionné. Nathalie fit le tour du bâtiment pour le reconnaître. C'était un immeuble de 5 étages. Le rez-de-chaussée était vide, mais les étages du 2e au 5e étaient éclairés. Il y avait un garde à l'entrée principale, un autre à l'entrée de service, et il semblait y en avoir 3 ou 4 de plus à l'intérieur. Passé 23 heures, les alentours devinrent calmes. C'était le moment que Nathalie attendait. Elle devait d'abord neutraliser le garde de l'entrée de service. Lorsqu'il sortit fumer une cigarette derrière le bâtiment, Nathalie s'approcha en silence, l'assomma d'une prise d'étranglement et le cacha dans un coin sombre. Il était temps d'infiltrer les lieux. Elle entra par la porte de service et monta au 2e étage par l'escalier de secours. Le couloir était sombre et silencieux, mais de la lumière filtrait de quelques bureaux. Du fond du couloir, des voix d'hommes parvenaient jusqu'à elle. Nathalie s'approcha prudemment et colla son oreille au mur pour écouter. Voici la liste de celles qui embarquent vendredi. 10 au total, 5 sont enceintes. Et la petite Camille? Elle, c'est un cas spécial. Son bébé se vendra à bon prix. Le sang de Nathalie bouillit. Il traitait Camille comme une marchandise. La conversation se termina et 2 hommes sortirent de la pièce. Nathalie se cacha rapidement. Une fois le bureau vide, elle s'y glissa pour chercher des documents. Sur le bureau, à côté d'un ordinateur, se trouvaient divers papiers. Un dossier portant la mention liste d'exportation attira son attention. En l'ouvrant, son cœur faillit s'arrêter. Sous le titre liste d'exportation de femmes enceintes vers l'Europe de l'Est, se trouvaient les noms de plusieurs jeunes femmes, avec leur âge, le nombre de mois de grossesse, la date prévue d'accouchement et le prix de vente estimé. Au milieu de la liste, elle trouva la ligne « Camille Dubois, 25 ans, enceinte de 2 mois, terme prévu en mai prochain, prix de vente, 50 000 €. » Les mains de Nathalie tremblaient. Sa fille allait être vendue pour 50 000 €, avec son petit enfant à naître. Dans le dossier se trouvait également le planning de départ. À côté du nom de Camille, il était clairement indiqué « Départ ce vendredi depuis le port du Havre, destination Anvers, Belgique. » Aujourd'hui, c'était mardi. Il ne restait que 3 jours. Nathalie utilisa son téléphone pour photographier le dossier comme preuve.
À ce moment précis, des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. « Hé, y a quelqu'un là-dedans ?» Nathalie se précipita vers la fenêtre. Même si c'était le 5e étage, elle n'avait pas le choix. Elle utilisa une technique de roulade-boulet qu'on lui avait enseignée pour atterrir en toute sécurité. Une fois sortie du bâtiment, Nathalie reprit son souffle. Maintenant, tout était clair. Camille avait été enlevée par le clan de Saint-Denis et était sur le point d'être vendue. Le temps pressait. Il ne restait que 3 jours avant vendredi. Nathalie serra les poings. Le vrai combat avait commencé pour sauver sa fille. Elle était prête à tout. Sur le chemin du retour, son esprit élaborait déjà le plan suivant. Elle devait trouver le repère principal du clan, l'endroit où il retenait Camille, et la sauver avant vendredi. La véritable guerre du sergent-chef Nathalie Dubois venait de commencer. Le lendemain, Nathalie élabora un nouveau plan. Les informations recueillies à la Société Anjou n'étaient pas suffisantes. Elle devait savoir précisément où Camille était détenue et comment il comptait la déplacer. À 10 heures du matin, elle retourna à Saint-Denis. Cette fois, elle décida de suivre un des chefs du gang. Dans la conversation qu'elle avait surprise la veille, le nom du directeur adjoint Antoine avait été mentionné à plusieurs reprises. Il semblait être une figure de pouvoir au sein de l'organisation. Nathalie s'installa dans un café en face de la Société Anjou et commença sa surveillance. Vers 11 heures. Un homme d'une 50aine d'années sortit d'une Mercedes noire. Il portait un costume élégant, mais les tatouages sur son cou et le dos de sa main étaient bien visibles. Sa démarche dégageait l'arrogance typique d'un gangster. Environ 1m60 d'X, corpule, avec une longue cicatrice sur le visage. Serait-ce Antoine? Nathalie l'observa attentivement avec ses jumelles. Après qu'il soit entré dans le bâtiment, elle attendit patiemment. Plus d'1 heure plus tard, l'homme ressortit, montant cette fois dans une autre voiture, une BMW série 5 grise. Nathalie héla immédiatement un taxi et le prit en filature. Elle mentit au chauffeur en lui disant qu'elle suivait son mari infidèle. « Vous faites ça souvent, madame ?»« C'est la première fois. »« Jeune homme. Mais il est trop suspect. » Le chauffeur parut compatissant. Nathalie se sentit un peu coupable, mais elle n'avait pas d'autre choix. La voiture d'Antoine quitta Saint-Denis, traversa le périphérique et se dirigea vers la zone aéroportuaire de Roissy. Après une 40aine de minutes, elle s'arrêta dans un complexe d'entrepôts délabré près de l'aéroport. Cet endroit avait été une zone de frais, mais la plupart des bâtiments étaient maintenant abandonnés. « Déposez-moi ici. » Nathalie paya le taxi. La zone des entrepôts était vaste et déserte, de vieux conteneurs, des carcasses de voitures rouillées étaient éparpillées et les mauvaises herbes poussaient partout. Antoine s'enfonça à l'intérieur. Nathalie maintint une distance d'environ 30 mètres, utilisant ses compétences de pistage pour ne pas se faire repérer. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Antoine se retournait de temps en temps comme s'il savait qu'on le suivait. « Il m'a repéré ?» Nathalie s'inquiéta mais continua de le suivre. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. L'entrepôt dans lequel Antoine entra semblait abandonné, mais il y avait un garde posté à l'entrée. Au moment où Nathalie s'apprêtait à contourner le bâtiment pour une reconnaissance, une voix retentit derrière elle. « Passe un guest !» Elle se retourna. 5 hommes costauds l'avaient encerclée sans qu'elle s'en aperçoive. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Nathalie essaya de garder son calme. « Je suis perdue. Je cherche la route pour l'aéroport. » « Ne mentez pas. Vous suivez notre patron Antoine depuis tout à l'heure. » Le cœur de Nathalie s'emballa. Elle était tombée dans un piège. C'était un piège depuis le début. « De quoi parlez-vous? Je suis vraiment perdue. » La vieille. « Arrête ta comédie. Suis-nous. Si tu résistes, ne t'en prends qu'à toi. » Les hommes l'encerclèrent. Nathalie envisagea de se battre, mais à un contre 5, elle n'avait aucune chance. Provoquer une scène ici pourrait mettre Camille en danger. D'accord. Nathalie les suivit docilement. Ils la firent monter dans une camionnette noire, lui lièrent fermement les mains et les pieds.
Son téléphone fut confisqué et éteint. Elle était complètement isolée. La camionnette roula pendant environ 1 heure avant de s'arrêter devant un vieil immeuble de Saint-Denis. Il ressemblait à un immeuble de bureau ordinaire, mais la plupart des enseignes au rez-de-chaussée étaient vierges. Ils la firent entrer et descendre au sous-sol par un ascenseur. Le sous-sol était humide et sentait fortement le moisi. Un néon clignotant créait une atmosphère sinistre. Ils l'enfermèrent dans une petite pièce et partirent. Dans la pièce, il n'y avait qu'une vieille chaise et une table. Environ 2 heures plus tard, la porte s'ouvrit et un homme entra. Il avait environ 60 ans, mais son aura était complètement différente de celle des autres malfrats. Il portait un costume de luxe, une montre en or, une bague en diamant. Sa démarche respirait le pouvoir absolu. C'était sans aucun doute le chef. Sergent-chef Nathalie Dubois. Nathalie Sursauta. Il connaissait même son grade. « Qui êtes-vous » L'homme tira une chaise et s'assit en face d'elle. « C'est bien Nathalie Dubois. 20 ans ont passé, mais tu n'as pas beaucoup changé, juste un peu vieilli. Qui diable êtes-vous? Comment me connaissez-vous? Opération de patrouille à la frontière bosniaque, 1995. Tu te souviens? Le visage de Nathalie devint livide. C'était l'un des événements les plus marquants de sa carrière militaire. C'est à cause de cette affaire que les corrompus de son unité avaient été punis. Ne me dis pas que. Si, c'est bien moi. Bruno. À l'époque, simple soldat de première classe. Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Nathalie. Bruno, celui qui, avec quelques officiers véreux, exploitait et rançonnait la population locale. Bruno. C'est toi. C'est bien moi. À cause de toi, ma vie a été foutue en l'air. Le visage de Bruno s'est tordu de haine. Pendant cette mission, c'est toi qui as fait tuer le sergent Moreau, mon supérieur. Nathalie était sous le choc. Je ne l'ai pas tué. Il est tombé dans une embuscade des miliciens. Mensonge. Le lendemain, quand tu as dénoncé Moreau, il est mort. À cause de toi, nous avons tous été suspects. Bruno gifla violemment Nathalie. Du sang coula du coin de ses lèvres. À cause de ta dénonciation, j'ai été renvoyé de l'armée sans honneur. Je n'ai pas trouvé de travail. C'est pour ça que j'ai dû me lancer dans ce business. Nathalie était furieuse. C'est parce que tu as mal agi. Rançonner les civils, c'est mal. Mal? À l'époque, tout le monde le faisait. Il n'y avait que toi pour jouer les saintes. Grâce à toi, ma vie est partie en fumée. La voix de Bruno était remplie de ressentiment. Maintenant, tu vas goûter à la même chose. Tu veux savoir ce qu'il est advenu de ta fille? Le cœur de Nathalie sembla s'arrêter. Qu'est-ce que tu as fait à Camille? Elle est déjà sur un bateau pour Anvers. Le bateau est parti hier matin. À l'heure qu'il est, elle doit déjà être là, bas. Tu mens, hurla Nathalie. Mais Bruno se contenta de rir froidement. Je mens, si tu veux. Tu n'as qu'à appeler le port du Havre pour vérifier. Ah, mais tu n'as pas de téléphone pour appeler. Des larmes coulèrent sur les joues de Nathalie. Elle était venue pour sauver sa fille, mais elle était tombée dans un piège. Un sentiment de désespoir l'envahit. Camille, ma chérie, maman est arrivée trop tard. Pardonne-moi. Maintenant, tu vas lentement savourer la douleur que tu m'as infligée. Très lentement. La porte claqua. Dans la cave froide. Pour la première fois, Nathalie perdit tout espoir. Dès le lendemain, les hommes de Bruno commencèrent à la torturer. Choc électrique, simulation de noyade et toutes sortes de coups. Le premier jour, les chocs électriques. Ils enroulèrent des serviettes mouillées autour de son corps et utilisèrent une matraque électrique. Son corps entier se convulsait dans une douleur atroce. Le deuxième jour, la simulation de noyade. Ils lui couvrirent le visage d'un chiffon et versèrent de l'eau, l'empêchant de respirer. La peur de la noyade se répétait encore et encore. Le troisième jour, les coups directs. Ils utilisèrent une barre de fer pour frapper violemment sa jambe droite. Un craquement sonore retentit, suivi d'une douleur déchirante. « Aïe !» Nathalie hurla, mais personne ne vint à son secours. Sa jambe droite semblait cassée. Maintenant,
Tu ne pourras plus t'enfuir. Tu boiteras pour le reste de ta vie. Se moqua un des malfrats. Après 3 jours de détention et de torture, le corps et l'esprit de Nathalie étaient à bout. Camille avait été vendue, et elle allait probablement mourir ici. Camille, maman est arrivée trop tard. Je suis désolée. Elle s'adossa au mur, sombrant dans le désespoir. La 3e nuit dans le sous-sol, Nathalie était adossée au mur, sa jambe droite enflée et douloureuse. Elle pouvait à peine se tenir debout. La douleur intense de l'os brisé la tourmentait, et sa jambe était devenue violette. Son corps était couvert de blessures dues à la torture. Ses forces l'avaient presque abandonnée. Pendant 3 jours, elle n'avait pas eu de repas convenable, seulement un morceau de pain sec et un verre d'eau par jour. « Camille, je suis vraiment désolée, » murmura Nathalie. Si les paroles de Bruno étaient vraies, ses chances de revoir sa fille étaient quasi nulles. Soudain, des bruits de pas dans le couloir. Ce n'était pas le bruit lourd des bottes des malfrats. Cette fois, les pas étaient légers, prudents. La porte de la cellule s'entr'ouvrit. Une silhouette y entra. C'était un jeune homme d'environ 28 ans, au visage séduisant mais empreint de douleur. C'était Lucas. « Madame !» Sa voix basse résonna. Lucas s'approcha avec précaution, tenant 2 bouteilles d'eau et une simple trousse de premier secours. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici ?» Nathalie resta sur ses gardes, mais l'expression de Lucas était différente, pleine de remords et de tourments. « Madame, je suis sincèrement désolée. » Lucas s'agenouilla, les yeux pleins de larmes. « J'aime vraiment Camille. Au début, c'est vrai, je l'ai approchée sur ordre, mais peu à peu, je suis tombé amoureux d'elle. » « Amoureux ? Amoureux ? Et tu la mets dans une situation pareille. » La voix de Nathalie tremblait. « Ce n'est pas ça. » Lucas baissa la tête. « Quand ils ont appris que Camille était enceinte, ils m'ont forcé à faire ça. Je ne voulais pas, mais j'ai une petite sœur. Elle s'appelle Léa. Elle a 18 ans. Ils ont menacé de s'en prendre à elle si je n'obéissais pas. Léa est la seule famille qui me reste. » Nathalie regarda Lucas avec un mélange de sentiments. « Alors, tu l'as abandonné ? » ?»« Non, je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours cherché un moyen de sauver Camille et ma sœur. » Lucas tendit une bouteille d'eau à Nathalie. « Buvez un peu, madame. » Puis il sortit la trousse de secours. « Tu n'as pas peur de te faire prendre ? Camille m'a toujours parlé de vous, de la façon dont vous l'avez élevée seule, avec courage. Je vous admire beaucoup, et je sais à quel point Camille vous aime. Quand elle a su qu'elle était enceinte, sa première inquiétude a été de savoir comment vous l'annoncer. » Les larmes de Nathalie coulèrent à nouveau. « Alors, où est Camille ? Est-il vrai qu'elle a été emmenée en Belgique ?» Lucas secoua la tête. « Non, Bruno a menti. Camille est toujours dans un entrepôt à Gennevilliers. Demain matin, ils l'embarqueront sur un cargo. » Le cœur de Nathalie se remit à battre. L'espoir renaissait. « C'est vrai ? » ?»« Oui, voici l'adresse. Un entrepôt abandonné dans la zone industrielle. Mais vous ne pouvez pas y aller seul. Il y a environ 8 gardes là, bas, et il n'y a pas que Camille. Il y a 4 autres jeunes femmes, toutes enceintes. » L'esprit de Nathalie élabora rapidement un plan. Un contre 8, ce ne serait pas facile, mais pas impossible. Il reste combien de temps ? Demain à 5 heures du matin, un camion viendra les chercher pour les emmener au port. Il était 2 heures du matin. Il ne restait que 3 heures. Le temps était compté, mais c'était sa dernière chance. Pourquoi m'aides-tu ? Trahir l'organisation. Mais ne pas protéger celle qu'on aime, ce n'est pas être un homme. J'aime vraiment Camille et je ne peux plus continuer à faire ces saletés. La voix de Lucas était sincère. Et ta sœur ? Je l'ai mise en sécurité. Je l'ai envoyée à la campagne chez un ami. Son père est gendarme, elle sera en sécurité. Lucas commença à défaire les liens de Nathalie. Vous allez bien ? Votre jambe est gravement blessée. Senestrine, j'ai conopire. Nathalie tenta de se lever, mais sa jambe ne la soutenait pas. Lucas l'aida à se relever. Vous avez besoin d'une arme ? Ah, pas besoin. Je vais en chercher une chez moi.
Le regard de Nathalie s'enflamma de nouveau. Merci. Lucas. C'est moi qui suis désolée, madame. Tout est de ma faute. Ne dis plus rien. L'important est de sauver Camille. Lucas aida Nathalie à sortir du sous-sol. Le couloir était désert. Il la conduisit à la sortie de service. Soyez prudente. Et dites à Camille que je l'aime et que je suis désolée. Dis-le lui toi-même, après l'avoir sauvé. Nathalie tapa sur l'épaule de Lucas, puis, traînant sa jambe douloureuse, elle sortit dans les rues de la ville qui s'éveillait à peine. L'air était glacial, mais son cœur brûlait. La véritable bataille avait commencé. 4 heures du matin. Nathalie était déjà dans la zone industrielle de Gennevilliers. En descendant du taxi, elle boitilla en direction de l'entrepôt abandonné. Les analgésiques que Lucas lui avait donnés n'avaient qu'un effet temporaire. Au loin, la sirène d'un bateau provenant du port du Havre retentit. Le temps était compté. Plus qu'1 heure avant 5 heures. Le complexe d'entrepôt était plus grand qu'elle ne l'imaginait. Un bâtiment principal de 3 étages et de nombreux petits entrepôts disséminés. Nathalie commença sa reconnaissance. Tous les sens de l'ancienne soldate d'élite, endormie depuis 20 ans, étaient de nouveau en alerte. Une lumière filtrait du plus grand entrepôt. Il était très probable que Camille soit là. Elle fit le tour pour repérer la position des gardes. 8 au total. 2 à l'entrée principale, 2 patrouillant sur les côtés, 2 jouant aux cartes près d'un camion à l'arrière, et les 2 autres probablement à l'intérieur. Tous étaient armés de pistolets. Nathalie chaussa ses lunettes de vision nocturne. Bien que l'équipement soit ancien, il fonctionnait parfaitement. Elle enfila son gilet pare-balles, le couteau à la ceinture. « Camille, j'arrive. » Sa première cible, les 2 qui jouaient aux cartes, absorbés par leur jeu, leur vigilance était relâchée. Nathalie lança une pierre pour attirer l'attention de l'un d'eux. Quand il se dirigea vers le bruit, elle s'approcha silencieusement par derrière et le neutralisa d'une prise d'étranglement. L'autre, ne voyant pas son camarade revenir, partit à sa recherche. Nathalie l'attendait et s'occupa de lui de la même manière. Ensuite, les 2 patrouilleurs. Elle calcula leur itinéraire et leur tendit une embuscade dans un angle mort. Tous 2 furent neutralisés rapidement et sans un bruit. Il ne restait plus que les 2 de l'entrée principale. Cela était plus difficile, car ils se surveillaient mutuellement. Nathalie décida de ne pas les affronter de front. Elle grimpa sur le toit en utilisant une gouttière sur le côté du bâtiment. Sa jambe blessée rendait la manœuvre difficile, mais la volonté de sauver sa fille lui donna la force de surmonter la douleur. Arrivée à une fenêtre du 3e étage, elle utilisa son couteau pour forcer le loquet. L'intérieur était sombre et humide. Elle utilisa ses lunettes de vision nocturne pour observer. Depuis le 2e étage, elle vit une grande cage en fer au milieu du rez-de-chaussée. À l'intérieur, 5 femmes étaient assises. L'une d'elles était Camille. Le cœur de Nathalie s'emballa. Sa fille était en vie. Camille semblait amaigrie et pâle. Près de la cage, il y avait 2 gardes. L'un somnolait, l'autre regardait son téléphone. Nathalie descendit doucement au rez-de-chaussée. Elle s'approcha d'abord de celui qui dormait et le mit hors de combat d'un coup sur un point de pression. L'autre entendit un bruit suspect, leva la tête, mais il était trop tard. Nathalie était juste derrière lui. Quelques secondes plus tard, il s'effondra lui aussi. Tous les gardes extérieurs étaient neutralisés. Nathalie utilisa son couteau pour forcer le cadenas de la cage. « Qui est là ?» demanda une femme effrayée à l'intérieur. « Police. »« Je suis là pour vous sauver. » En entendant cela, Camille leva la tête, un air d'incrédulité sur le visage. « Maman, maman, c'est vraiment toi ?» La voix de Camille tremblait, les larmes de Nathalie coulèrent. « Camille, ma chérie, tout va bien. Maman est là. » Le cadenas céda enfin. Nathalie se précipita pour serrer sa fille dans ses bras. « Maman, c'est vraiment toi? Ce n'est pas un rêve? C'est bien moi. Tu es en sécurité maintenant. » Camille éclata en sanglots dans les bras de sa mère. Les jours de peur et de désespoir se transformèrent en larmes de soulagement.
Sortez toutes, vite, c'est encore dangereux, dit Nathalie aux autres femmes. À ce moment, une voix pleine de haine retentit depuis l'entrée. Nathalie Dubois. Nathalie se retourna. Bruno était là, un pistolet à la main. Cette fois, tu es morte. Bruno appuya sur la détente. Nathalie poussa rapidement Camille et roula sur le côté. Le coup de feu résonna dans l'entrepôt. Camille, sors avec les autres, vite, cria Nathalie. Alors que Bruno s'apprêtait à tirer une deuxième fois, Nathalie lança son couteau avec une précision mortelle. Il se planta dans le poignet droit de Bruno. Arg! Bruno hurla de douleur. Son pistolet tomba au sol. Il serra les dents et se jeta sur Nathalie. Je vais venger mes 20 dernières années. Bruno lança un coup de poing, mais Nathalie l'esquiva et contre-attaqua. Malgré sa jambe blessée, ses compétences de combat n'avaient pas disparu. Un type comme toi ne mérite pas d'être un soldat. Tu n'es qu'une ordure. Nathalie lui asséna un coup de poing dans l'estomac. Il attrapa une barre de fer au sol et la brandit vers sa tête, mais elle para le coup avec ses deux mains. Le combat fut acharné, mais Nathalie possédait une arme que Bruno n'aurait jamais, l'amour maternel. Tu as touché à ma fille. Je ne te pardonnerai jamais. Utilisant ses dernières forces, Nathalie donna un coup de pied dans le genou de Bruno, le faisant s'écrouler. Elle l'acheva d'un coup sur la nuque. C'est fini, Bruno. Épuisée, Nathalie s'assit lourdement sur le sol. Maman, Camille accourut pour la soutenir. Au loin, les sirènes de la police se rapprochaient. Lucas avait dû les prévenir. Maman, merci. Comment m'as-tu trouvé? Ne me remercie pas. Parce que je suis ta mère. Des larmes de soulagement coulèrent sur les joues de Nathalie. Le long combat était enfin terminé. 6 mois plus tard, le clan de Saint-Denis était complètement démantelé. Bruno et ses principaux lieutenants furent condamnés à de lourdes peines de prison. Les 5 femmes enceintes sauvées étaient rentrées saines et sauves dans leur famille. 15 heures. Le petit bistrot de Nathalie était baigné d'un soleil chaud. À côté de la vieille photo des forces spéciales, un nouveau cadre avait été ajouté. C'était la médaille pour acte de courage et de dévouement décernée par la ville de Paris. Maman, le bébé n'arrête pas de bouger aujourd'hui. Camille, enceinte de 8 mois, se caressait le ventre, déjà bien arrondi. Oui, il est déjà bien actif. Il doit tenir de sa mère, un peu impatient. Nathalie sourit, posant sa main sur le ventre de sa fille. Lucas ne va pas tarder à rentrer. Il arrive. Aujourd'hui, c'était le dernier jour du procès. Lucas était devenu un témoin clé, révélant tous les crimes du gang. Grâce à sa coopération avec la justice, il avait bénéficié d'une peine avec sursis. Vers 6 heures, Lucas entra dans le bistrot, un sac de fraises, les préférés de Camille, à la main. Bonjour maman. Le procès est terminé. Bruno a été condamné à la perpétuité. Très bien. Des gens comme ça doivent rester en prison toute leur vie. Lucas s'assit à côté de Camille, puis s'agenouilla soudainement devant Nathalie. Maman, je suis vraiment désolée. J'ai mis Camille en danger. Je vivrai avec ce regret toute ma vie. Relève-toi, Lucas. Le passé est le passé. Désormais, je protégerai Camille et notre enfant toute ma vie. Je le jure. La voix de Lucas était pleine de sincérité. Au cours des 6 derniers mois, Nathalie avait vu son changement. Il avait rompu avec son passé, trouvé un travail honnête et s'occupait de Camille avec un dévouement total. Si tu protèges sincèrement ma fille, je te ferai confiance une fois. Les yeux de Lucas s'emplirent de larmes. À ce moment, Madame Leroy et Madame Martin entrèrent. Oh là là, le ventre de la petite Camille est énorme. Tu vas bientôt être grand-mère, Nathalie. Le bistrot résonna de rire. Le soir, la petite famille de 3 personnes dîna ensemble. Pour Nathalie, c'était un bonheur nouveau. 3 mois plus tard, un petit matin, Camille commença à avoir des contractions. Après 8 heures à la maternité, un petit garçon joufflu de 2 kilos vit le jour. Les larmes de Nathalie ne cessaient de couler. En tenant son petit-fils dans ses bras,
Elle avait l'impression de tenir le monde entier. Tu as été courageuse, ma Camille. Maman, il est mignon, mon bébé, n'est-ce pas? Camille pleurait aussi de bonheur. Comment allez-vous l'appeler? Oui, on a déjà réfléchi. Il s'appellera Léo. Léo. C'est un très joli nom. Nathalie sourit en prenant la petite main de son petit-fils. Ce petit grandira dans le bonheur, parce qu'il a sa grand-mère pour le protéger. Un mois plus tard, le bistrot s'était enrichi de nombreux articles pour bébé. Les pleurs de Léo apportaient une nouvelle vie à l'établissement. Un soir, Nathalie était assise seule, contemplant les photos sur le mur, la photo des forces spéciales d'il y a 20 ans, la médaille pour acte de courage et la dernière photo de famille. Sur celle-ci, Nathalie, Camille, Lucas et le petit Léo souriaient de bonheur. Il y a 20 ans, je protégeais mon pays. Cette fois, j'ai protégé ma famille. Être mère, c'est toujours un combat. Mais j'ai gagné cette guerre. Nathalie sourit doucement. La longue bataille était terminée, laissant place à un nouveau départ. Dehors, les premiers flocons de neige de la saison commençaient à tomber. Une nouvelle saison avait commencé. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Nathalie eut un sommeil profond et paisible. Toutes les guerres étaient finies, et la véritable paix était arrivée. Le combat d'une mère était terminé, et une nouvelle histoire d'amour commençait. Merci d'avoir suivi cette histoire. Votre temps précieux est une grande source de motivation pour nous. À bientôt pour de nouvelles histoires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.